Pour donner une idée de la force tranquille qui propulse une bonne partie de notre économie, imaginez un secteur qui pèse près de 30 milliards de dollars. Ça représente 6,7 % de tout ce que le Québec produit en une année. C'est immense. C'est le secteur des finances et des assurances. Et selon les toutes dernières données de l'Autorité des marchés financiers, non seulement c'est le 4e plus grand secteur d'activité ici, mais sa croissance, 3,6 %, est plus du double de celle de l'économie québécoise dans son ensemble. C'est un moteur économique colossal. Vraiment. Aujourd'hui, on fait un plongeon dans cet univers-là en se basant sur les rapports de l'AMF, de l'Ordre des administrateurs agréés et du gouvernement. Notre mission, c'est de comprendre la dynamique au cœur de ce secteur. C'est une vraie course entre l'innovation, L'intelligence artificielle, la crypto, la finance durable. exactement, et de l'autre côté, le besoin de protéger l'argent et la confiance des gens. On va explorer qui gagne cette course, qui en fixe les règles et ce que ça veut dire concrètement pour l'épargne de tout le monde. C'est le bon angle à prendre. Parce que derrière ces milliards, il y a des histoires très humaines. L'épargne pour la retraite, l'assurance pour protéger sa famille, le prêt pour démarrer une entreprise. Tout ça, ça repose sur ce système. C'est la base. Et c'est vrai, les chiffres de croissance sont impressionnants, mais il faut quand même y mettre un petit bémol. Une bonne partie de cette croissance est liée à la performance des marchés boursiers, pas forcément une augmentation de la productivité du secteur lui-même. Ah, d'accord. Fait que c'est une croissance qui peut être plus volatile. Et ça, justement, ça renforce l'importance d'avoir un cadre réglementaire solide. La confiance, ça se bâtit lentement, mais ça peut se perdre en un claquement de doigts. Absolument. Ça nous amène à la question fondamentale. Qui est l'arbitre dans ce match économique immense? Qui s'assure que les règles sont suivies? L'arbitre en chef au Québec, c'est l'Autorité des marchés financiers, qu'on connaît mieux sous l'acronyme AMF. C'est ce qu'on appelle un régulateur intégré, ce qui est assez unique. Ça veut dire qu'une seule organisation supervise un éventail très, très large d'activités pour assurer une cohérence. Quand tu dis large, ça couvre quoi concrètement? Mais pense à presque tout ce qui touche à l'argent des gens. Que les gens connaissent, et même les instruments dérivés. Ouf, les instruments dérivés, ça sonne déjà compliqué. C'est un bon exemple du défi. En gros, ce sont des contrats financiers dont la valeur dérive de celle d'un autre actif, comme une action. C'est plus complexe, donc plus risqué. Et c'est là qu'ils interviennent. Précisément. L'AMF s'occupe aussi des institutions de dépôt québécoises, de toute la distribution des produits et services financiers, donc les conseillers, et même du courtage hypothécaire. C'est un mandat énorme. D'accord, l'AMF est partout. Mais que fait-elle au quotidien? C'est plus un policier ou un éducateur? C'est justement ça qui est intéressant. Sa mission, comme elle le décrit dans son rapport 2024-2025, a vraiment deux visages. Ils sont indissociables. Le premier, c'est le volet assistance et éducation, le côté service au public. OK. Leur centre d'information, par exemple, a répondu à plus de 92 000 demandes du public en un an. Ils gèrent aussi plus de 4 000 plaintes et signalements. Quand même? On parle de gens qui appellent parce qu'ils ont un doute sur un investissement ou un problème avec un assureur. C'est la première ligne de défense. Donc, avant même la répression, il y a la prévention et l'aide directe. Exactement. L'AMF pilote d'ailleurs la stratégie québécoise en éducation financière, un gros projet qui regroupe une 50aine d'organisations. L'idée, c'est que le citoyen le mieux protégé, c'est celui qui est le mieux informé. Logique. Mais bien sûr, l'éducation, ça ne suffit pas toujours. C'est là qu'entre en jeu le deuxième volet, la surveillance et l'application de la loi. Ça, c'est le rôle du gardien, qui s'assure que les institutions ont les reins solides et que les marchés sont intègres. Un gardien, ça doit avoir du mordant. Et justement, quand on regarde les chiffres, on voit que l'AMF ne fait pas juste japper, elle mord. Les rapports parlent de 75 personnes et sociétés sanctionnées en un an pour environ 3,4 millions de dollars en amende et même 2 peines de prison. C'est sérieux. C'est très sérieux. Et ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'impact réel, on le voit dans les cas concrets où l'intervention du régulateur change la vie des victimes. Et ça a mené à quoi? L'intervention de l'AMF a déclenché un processus qui a permis d'indemniser plus de 400 personnes. Au total, 9,1 millions de dollars. Ces indemnisations, l'argent vient d'où? Ce sont les contribuables qui payent pour les fraudes? Excellente question. Et la réponse, c'est non. C'est là qu'intervient un mécanisme essentiel, un vrai filet de sécurité, le Fonds d'indemnisation des services financiers, le FISF.
C'est un fonds conçu pour dédommager les victimes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds par des firmes ou des professionnels inscrits à l'AMF. D'accord. Et ce qui est crucial, c'est que ce fonds est entièrement financé par des cotisations payées par les entreprises du secteur financier elles-mêmes. Ah, C'est l'industrie qui s'autorégule et qui paye pour protéger la confiance de ses propres clients. c'est l'industrie qui nettoie sa propre cour, en quelque sorte, non? C'est exactement l'idée. Et est-ce qu'on sait quels types de fraudes sont les plus fréquents? Oui, les données du fonds nous donnent une très bonne piste. Sur les 9,35 millions de dollars versés en indemnité en 2024-2025, la quasi-totalité, soit 9,2 millions, était liée à des fraudes dans le domaine du courtage en épargne collective. Ah oui? Oui. C'est un rappel que même les produits d'investissement qui semblent les plus courants ne sont pas à l'abri de malversations. C'est clair. On a parlé de la structure de surveillance, mais le Québec financier a une autre particularité. On ne peut pas en parler sans mentionner la force du mouvement coopératif et mutualiste. Ça change la donne par rapport à d'autres marchés, hein? Absolument. Ça fait partie de l'ADN économique du Québec. Ce modèle où l'entreprise appartient à ses membres ou à ses clients crée une dynamique différente d'une entreprise qui doit d'abord répondre à des actionnaires externes. C'est une autre philosophie. Exact, mais ce n'est pas un mouvement spontané ou désorganisé. Au contraire, il est très structuré. Qu'est-ce que tu veux dire par structuré? Il y a tout un écosystème qui soutient ces entreprises. Par exemple, il y a des organismes comme le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le CQCM. OK. C'est une sorte de chambre de commerce pour tout le secteur qui favorise son développement. Et plus concrètement sur le terrain, il y a la Coopérative de développement régional du Québec, la CDRQ, dont le mandat est d'aider des gens à démarrer de nouvelles coopératives. Ah, intéressant. Cette infrastructure de soutien est une des raisons pour lesquelles le modèle est si résilient et si présent chez nous. Pensons maintenant à l'avenir, à cette course dont on parlait au début. Une des plus grandes vagues qui transforme c'est la finance durable. Les chiffres dans les rapports sont impressionnants. On parle d'une croissance de 20 des actifs d'investissement durable hors États-Unis depuis 2020. C'est énorme. C'est une lame de fond. Et ça amène son propre défi. Le principal, c'est ce qu'on appelle le greenwashing ou l'éco-blanchiment. Le fameux greenwashing. C'est facile pour une entreprise de se dire verte, mais c'est beaucoup plus difficile de le prouver. C'est le nouveau front de la protection de l'investisseur. S'assurer que les promesses ESG, donc environnementales, sociales et de gouvernance, sont appuyées par des actions concrètes. Il faut que ça suive. Fait que l'industrie et les régulateurs travaillent fort pour établir des définitions et des normes beaucoup plus strictes. Et au Québec, est-ce qu'on voit des exemples concrets de ce virage? Oui, et c'est significatif. Une grande institution financière coopérative québécoise, par exemple, a annoncé un virage stratégique majeur. Elle s'engage à financer davantage de projets éco-responsables et surtout à se retirer progressivement du financement des énergies fossiles. Quand un joueur de cette taille-là bouge, ça envoie un signal fort à tout le marché. Extrêmement fort. Et ce n'est pas juste l'industrie qui bouge. L'AMF a publié sa propre ligne directrice sur la gestion des risques liés au changement climatique. En gros, elle dit aux institutions financières, ce risque n'est plus théorique. Vous devez l'intégrer dans votre gestion comme n'importe quel autre risque. L'autre grande transformation, c'est bien sûr la technologie. Commençons par les crypto-actifs. On peut avoir l'impression que c'est encore le Far West. Est-ce que c'est le cas? De moins en moins. L'image du Far West était peut-être vraie il y a 5 ou 6 ans, mais aujourd'hui, le shérif est arrivé en ville. Au Canada et au Québec en particulier, l'AMF a été l'un des premiers régulateurs à encadrer les plateformes de négociation de crypto-actifs. Elles doivent s'inscrire et respecter des règles strictes. Donc ce n'est plus un univers sans loi. Non, même si les risques demeurent très élevés pour les investisseurs, il faut le dire. Et au-delà des cryptos, il y a l'éléphant dans la pièce. L'intelligence artificielle. L'IA change tout. Comment le secteur financier l'utilise et quels sont les risques? L'IA, c'est le prochain champ de bataille de la réglementation. Ça peut sembler de la science-fiction, mais c'est déjà très concret. On l'utilise pour analyser des tonnes de données pour approuver un prêt plus vite, détecter des fraudes en temps réel ou proposer des portefeuilles d'investissement personnalisés. Le potentiel est immense. Mais le risque aussi, j'imagine. Le risque, c'est de créer une boîte noire. Imagine qu'on te refuse un prêt et la seule réponse, c'est « Désolé, l'algorithme a dit non ». Sans explication.
Voilà. C'est le défi de la transparence. Le Conseil consultatif des consommateurs de l'AMF a d'ailleurs sonné l'alarme à ce sujet, en soulignant les risques de biais dans les algorithmes. Comment ça, des biais? Un algorithme mal conçu pourrait, par exemple, discriminer involontairement certains groupes de personnes. L'AMF travaille sur une future ligne directrice pour une utilisation responsable de l'IA, mais c'est complexe. La technologie évolue plus vite que la réglementation. Alors, avec tous ces changements en finances durables, IA, crypto, comment la réglementation arrive à rester pertinente sans freiner l'innovation? Comment on trouve cet équilibre? C'est le défi constant. On voit une modernisation sur plusieurs fronts. D'abord, on cherche à rendre les marchés plus efficaces. Par exemple, le Canada est passé, en même temps que les États-Unis, à un cycle de règlement des opérations en un jour qu'on appelle T+1. T+1, qu'est-ce que ça change pour le commun des mortels? Concrètement, ça veut dire que lorsque tu vends une action, l'échange de l'argent contre le titre se fait en un jour au lieu de 2. Plus rapide. Oui, et ça peut paraître technique, mais ça réduit massivement le risque qu'une des parties fasse faillite entre le moment de l'accord et le règlement final. Ça rend le système plus robuste. On rend le système plus rapide et plus sûr. Mais est-ce qu'on risque pas de l'alourdir avec trop de règles? C'est là que l'équilibre entre en jeu. Le régulateur cherche aussi à alléger le fardeau. Par exemple, les fonds d'investissement peuvent maintenant renouveler leur prospectus, leurs documents d'information tous les 2 ans au lieu de chaque année. Ça réduit les coûts. Exactement, des coûts qui peuvent être refilés aux investisseurs. Mais cet allègement ne se fait pas au détriment de la protection. Au contraire, on a vu récemment de nouvelles exigences sur les renseignements à fournir pour les fonds distincts. Les fonds distincts, juste pour être sûr, c'est quoi exactement? Ce sont des produits d'investissement vendus par les compagnies d'assurance. Ils ressemblent à des fonds communs, mais viennent avec une composante d'assurance, comme une garantie sur ton capital. Ah oui? Le problème, c'est que cette garantie a un coût qui n'était pas toujours bien compris. Les nouvelles règles forcent les assureurs à être beaucoup plus clairs sur les coûts, les rendements et la nature exacte des garanties. C'est un exemple parfait de modernisation ciblée. Donc, si je résume, on se retrouve avec un secteur économique qui est un poids lourd au Québec, en pleine croissance, mais aussi en pleine mutation. D'un côté, on a des innovations incroyables comme la finance durable et l'IA. De l'autre, un régulateur, l'AMF, qui joue un rôle de gardien très actif, avec des mécanismes comme le fonds d'indemnisation pour protéger le public. C'est exactement ça. Le tout dans une course constante pour s'adapter. C'est bien résumé. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que l'industrie et le régulateur s'adaptent à un rythme assez soutenu. Mais ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Laquelle? À quelle vitesse les consommateurs peuvent-ils s'adapter? La course entre la sophistication des produits et des fraudes d'un côté et l'éducation financière du public de l'autre s'accélère de façon exponentielle. Les outils de protection sont là, le gardien est vigilant, mais quelle est la prochaine étape pour que les Québécois ne soient pas seulement protégés, mais réellement outillés, critiques et autonomes dans ce nouvel environnement financier qui change sous nos yeux? C'est peut-être ça le plus grand défi de la prochaine décennie.